Je vous propose de démarrer du coup. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on a notre webinaire sur le dispositif EIC Accélérateur. L'idée, en fait, n'est pas de vous présenter dans le détail le dispositif, mais plutôt de vous donner des clés pour à la fois confirmer ou non qu'il est bien fait pour vous et pour répondre de manière efficace, d'y répondre de manière efficace, vu son degré d'exigence. Quelques petits points pratiques. Donc, ce webinaire, on le veut interactif, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions et à intervenir. Soit en levant la main, soit dans l'onglet discussion, en écrivant vos questions. Et vous pourrez aussi continuer à poser vos questions après le webinaire. Et puis, de vous dire aussi que la présentation et le replay seront, puisque le webinaire est enregistré, donc ces deux éléments seront partagés à l'ensemble des participants. Nous aurons donc l'intervention de deux évaluateurs tout à l'heure, Javier Etchari et Didier Guénoc. Et puis, on va vous faire une petite introduction. Donc déjà, je me présente, je suis Rosane Levaillant. Avec ma collègue Morgane Lemeur, on fait partie de l'équipe des 7 technopoles de Bretagne. Slide suivante. Les 7 technopoles proposent un service gratuit d'accompagnement des entreprises bretonnes sur l'ensemble du processus, de l'idée jusqu'à l'appui à la gestion, et ce sur tout le territoire breton. Et je laisse la parole à mon collègue Malo Levrel. Bonjour à toutes et à tous. Malo Levrel, de Bretagne Développement Innovation et plus particulièrement du Pôle Europe. Et je suis responsable du réseau Enterprise Europe Network, qui est un réseau de 600 structures européennes dédiées à accompagner les PME dans la recherche de partenaires pour des projets de développement de recherche et innovation ou pour des projets commerciaux. Et nous faisons partie du réseau Noé, créé en 2019 sur une initiative de la région Bretagne pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de spécialisation intelligente et soutenir la recherche et l'innovation à la fois des unités de recherche et des entreprises au niveau européen en Bretagne. Donc, c'est un réseau qui regroupe des chargés de projet européens dans différentes structures d'accompagnement pour mutualiser l'information et proposer le meilleur accompagnement possible aux entreprises du territoire breton dans leur internationalisation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc moi, je suis Morgane Lemeur, je travaille au Technopole Brest-Iroise, comme Rosane l'indiquait précédemment. Donc le EIC Accélérateur, qu'est-ce que c'est? C'est un programme dédié à l'innovation, intégré au programme Horizon Europe, et qui vise à faire de l'Europe vraiment le leader de l'innovation en soutenant les innovations de rupture, donc de leur émergence à leur mise sur le marché, tout en essayant de réduire le risque, notamment financier, que peuvent présenter ces projets. Donc, l'EIC est doté d'un budget de 7 milliards d'euros pour 7 ans et est soutenu pour ça par 3 outils. Le Pathfinder pour les projets émergents de TRL 1, 2 à 4 est destiné au premier développement d'une technologie innovante. Le Transition pour les porteurs de projets de TRL 4 à 5 ou 6 qui souhaitent valider leur concept technologique à plus grande échelle. Et le troisième outil, celui qui nous concerne aujourd'hui, l'accélérateur. Donc, pour lancer la phase de développement et de commercialisation d'une technologie qui s'adresse aux projets de TRL 5 à 6 à TRL 9. L'EIC Accélérateur est-il le bon dispositif pour vous? Alors, pour déposer, vous devez être une personne physique, une start-up, une PME ou une ETI de moins de 500 personnes. Et donc, du coup, présenter une innovation disruptive, proche marché, avec une TRL minimum à 5-6, comme on disait précédemment, et présentant un fort potentiel de croissance.
Le programme cible ainsi particulièrement les startups deep tech qui développent une innovation qui présente des besoins financiers très importants et qui sont risqués pour des investisseurs seuls. 4 types de financement sur ce programme. Le Blended Finance, donc le financement mixte qui correspond à une subvention allant jusqu'à 2,5 millions et un investissement pouvant aller jusqu'à 15 millions d'euros pour soutenir le déploiement commercial. Le Grand First, qui est une subvention pour soutenir les activités d'innovation et un déblocage de l'investissement, mais qui est lié et conditionné à l'atteinte de certains jalons sur les TRL 5 à 8. Le Grand Only, qui correspond à la subvention seule pour financer les activités d'innovation. Et l'Equity Only, qui s'adresse aux lauréats du financement Grant Only et qui justifie d'une absence de soutien par le secteur bancaire. Et dans tous les cas, il faut bien préciser et bien se souvenir que l'EIC n'a pas vocation à investir seul. Quelques mots sur le processus de dépôt qui s'articule en 4 étapes. Une étape 0 qui est l'étape diagnostic à remplir en ligne sur une plateforme. Vous aurez un retour via une IA. Ce retour n'est pas bloquant pour les étapes suivantes. Une première étape qui est la short proposal qui nécessite de transmettre 3 éléments, une partie question, une partie pitch deck et une vidéo de 3 minutes. L'ensemble de ce dossier sera visé par 4 évaluateurs et si vous avez 2 go sur 4, vous validez en fait cette étape et vous pouvez monter ce qu'on appelle la full proposal, la candidature complète. Et là, vous rentrez dans le dur. Donc, Ravière et Didier vous en parleront tout à l'heure. Donc, ce dossier conséquent est visé par 3 évaluateurs et il faut avoir 9 go sur 9. Alors, 9 go, c'est 3 go à chaque fois sur les 3 critères en fait, du dispositif que sont l'excellence, la mise en œuvre et l'impact. Et pour monter cette full proposal, vous pouvez disposer d'un jour de coaching, de conseil. Et puis, si cette étape est validée, il y a l'étape de jury devant 4 à 6 jurés, 4 à 6 évaluateurs, devant lequel vous ferez 10 minutes de pitch et 35 minutes de questions-réponses. Le dispositif EIC combine 2 types d'appels. Des appels open, donc qui concernent tous les secteurs d'activité, et puis des appels challenge, dits thématiques. Ce sont des thématiques d'enjeux pour la Commission européenne qui sont identifiées en fait chaque année. Vous avez ici ceux de 2023, donc autour des composants émergents de technologies quantiques et semi-conducteurs plutôt, le stockage d'énergie, les technologies spatiales centrées clients, les nouveaux tests biomarqueurs pour le traitement du cancer personnalisé, la décontamination des surfaces et les aérosols, l'architecture et la construction, la digitalisation pour la décarbonation et puis les nouvelles technologies pour l'agriculture. Donc ça, ce sont les thématiques de 2023, en sachant qu'il reste effectivement 2 appels pour cette année. Le 7 juin, donc pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans le dossier, et puis sinon le 3 octobre, et il y aura d'autres dates pour 2024. Et pour conclure, les règles de dépôt, si vous recevez un no-go pour la candidature complète ou le jury, vous avez 12 mois pour pouvoir redéposer. Par contre, si vous avez un deuxième no-go, il faudra attendre 12 mois pour pouvoir redéposer. Et puis, si lors de la candidature complète, vous avez 8 go sur 9, et une note de 3 go sur 3 en excellence, il peut y avoir une nouvelle évaluation en fait du critère. Voilà pour une présentation très très synthétique du dispositif avant de laisser la parole à Ravière et Didier.
Exactement, nous allons laisser la parole du coup à nos deux intervenants, Didier Guénoc et Javier Etchari, qui sont tous les deux experts évaluateurs auprès de la Commission européenne pour le IC Accelerator, et qui vont partager avec vous leur regard d'évaluateur. Donc Didier sur les dossiers écrits et Javier sur le grand oral. Entre ces deux parties, vous aurez la possibilité de poser des questions. Vous verrez, il y aura une slide dédiée et ce temps vous sera aussi dédié pour pouvoir poser toutes vos questions et également un temps plus long à la fin pour échanger directement avec nos évaluateurs. Donc, je laisse tout de suite la parole à Didier Guénoc. Oui, bonjour de Bruxelles, où nous avons un temps très breton aujourd'hui. Alors, il ne bruine pas, mais il drache, c'est pareil, assez humide. Donc, je vais voir pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous présenter un petit peu la partie des dossiers écrits. Je suis évaluateur pour l'IAIC depuis 2018-2019 à peu près. Et après ma présentation, Javier présentera plutôt comment ça se passe avec le jury. Alors, il y a des choses communes entre les deux, mais donc, je vais commencer par la partie écrite. La première chose que je voudrais vous dire, attendez, si je peux, voilà. La première chose qui est importante de garder à l'esprit, c'est que votre démarche vis-à-vis de l'IAIC, c'est avant tout un exercice de communication. Vous allez devoir décider de différentes personnes suivant tout un processus, que votre dossier est intéressant et qu'il vaut donc la peine d'être considéré comme un investissement potentiel, et donc avec un investissement qui, comme il a été dit, peut aller jusqu'à 17,5 millions d'euros. Donc automatiquement, c'est un processus très, très complet. Dans cet exercice de communication, il faut que vous pensiez à votre audience et aussi à quelles sont les contraintes de cette audience. D'abord, l'approche de tout évaluateur, enfin, je pense des évaluateurs certainement de nous deux, avec Javier, c'est qu'on est plutôt, enfin, on est intéressé par tout dossier que l'on regarde. Il est toujours très, très facile de trouver quelque chose pour décider de ne pas investir dans un dossier. Mais notre approche est plutôt, OK, pourquoi est-ce que ce dossier donne vraiment envie d'être considéré comme un investissement potentiel pour l'IAIC. Alors, en termes de contraintes de temps, vous avez donc la première étape, c'est le dossier court. Vous avez 4 évaluateurs, c'est 2h30. Chaque évaluateur va passer 2h30 sur votre dossier, donc ça fait 10 heures en tout. Alors, j'ai fait des dossiers courts, je crois que c'était la première année de la nouvelle mouture de l'IAIC. Maintenant, moi, je fais des dossiers longs. L'IAIC a séparé son pool d'évaluateurs entre des spécialistes qui regardent plutôt les dossiers courts et d'autres qui regardent les dossiers longs. Donc, moi, je regarde plutôt les dossiers longs. Vous avez une structure similaire, hein. C'est simplement la taille d'information qui est nécessaire est vraiment beaucoup plus grande pour le dossier long. Alors, chaque évaluateur, il y a 3 évaluateurs qui vont passer chacun une journée sur votre dossier. Donc, ça fait 24 heures de temps d'évaluateur qui vont regarder votre dossier et qui vont dire si ça vaut le coup de passer à l'étape suivante. Dans mon cas, l'étape suivante, c'est le jury, avec donc des évaluateurs, des membres du jury comme Javier. Par session, alors bon, c'est tiré plus ou moins sur mon expérience, en regardant à peu près le nombre de dossiers que l'on reçoit via l'IAIC et le nombre d'évaluateurs. En gros, c'est à peu près 5 dossiers longs pour chaque évaluateur, par date de dépôt des dossiers. Les dossiers courts étant informés au fil de l'eau, donc ça marche un peu différemment. Pour le jury, il est composé de 5 à 6 membres. Chaque membre du jury a aussi une journée pour évaluer le projet. Et en gros, ça peut aller jusqu'à ce que 12 dossiers par chaque session du jury. Javier vous en dira plus tout à l'heure. Alors, en tant qu'évaluateur et en tant que membre du jury, alors, l'exercice de communication, je parlais d'un exercice de communication, mais quand même qui est dans un cadre bien spécifique. C'est cette plateforme qui a été faite par l'IAIC, où vous allez répondre à un certain nombre de questions, vous allez uploader des dossiers que nous regarderons. Il y a en gros, notre évaluation se fait sous 3 critères. L'excellence, l'impact, et puis
la mise en œuvre du dossier, ainsi que le risque financier, surtout, attaché à votre projet. Alors, l'excellence, qu'est-ce que c'est exactement l'excellence? En vérité, c'est à quel point le dossier que nous vous présentez ici est caractérisé comme étant de la deep tech, avec un potentiel de création de nouveaux marchés ou de rupture de marchés existants conséquents. Alors, comment est-il possible de définir cette deep tech? Bon, et comment est-ce que nous, on peut la reconnaître? Du point de vue technologique, c'est un nouveau produit ou un nouveau service, mêlé avec un produit qui va être fondé sur une nouvelle technologie ou alors sur une combinaison innovante de technologies déjà existantes. On s'attend à un temps de développement plutôt long. Donc, ça peut être, le cadre, c'est 24 mois, mais ça peut aller aussi au-delà de 24 mois pour le projet qui sera financé par l'IIT. Et avec aussi des besoins de financement relativement importants. Comme je disais, ça peut aller jusqu'à 17,5 millions pour la partie de l'IIT, à laquelle il faut comment rajouter celle des autres investisseurs, comme il a été dit, l'IIT n'investissant pas seul dans les projets. Ça, c'est la partie technologique. Et après, il y a une autre dimension, c'est donc la capacité de créer de nouveaux marchés ou de rupture de marchés existants. C'est intéressant, j'ai fait un survol assez rapide. Si vous regardez la littérature anglo-saxonne, va plutôt mettre l'aspect technologique de deep tech. Et j'ai regardé dans les documents français, on parle aussi beaucoup de nouveaux marchés existants, de la capacité de rupture. Donc, pour la commission, l'IS Accelerator, c'est vraiment les deux dimensions. Et pour ce qui est donc des nouveaux marchés existants, nous, ce qu'on veut voir, c'est une estimation de la nouvelle demande et de la possibilité de la servir avec votre projet. Et aussi, alors si jamais c'est un marché qui est déjà existant, quel est le degré de rupture par rapport aux solutions existantes et comment, je pense notamment, quelle sont la qualité, les volumes et aussi les coûts directs et indirects portés par les clients. On s'attend à ce qu'ils soient égaux ou voire inférieurs par rapport aux solutions déjà existantes. Alors, quand moi je regarde un dossier et comment j'essaye d'estimer le caractère deep tech ou les capacités du projet à changer les règles de marché existant ou de servir de nouveaux marchés. Ce que j'aime bien voir dans un dossier, c'est une articulation de la solution dans les grandes trends technologiques actuelles. Pour être bien concret, c'était en 2020 à peu près. Pendant un moment, j'ai reçu beaucoup de projets avec la volonté d'introduire de nouveaux moteurs de recherche sur Internet. Et beaucoup de ces projets, c'était très étrange, ne mentionnaient pas, alors je ne sais plus si c'était GPT-2 ou 3, mais à l'époque, déjà, on pouvait se douter que ceci allait avoir un impact sur les moteurs de recherche. Et maintenant, avec ChatGPT et quand on regarde Microsoft, etc., on voit que ce sont des technologies qui sont intégrées dans ces grands moteurs de recherche. Et l'absence d'au moins une discussion sur ceci était pénalisant. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre votre projet dans le contexte des grandes trends technologiques actuelles. Il faut absolument apporter les preuves que vous avez atteint le TRL au moins 5 avec votre projet. Alors, c'est fait avec des résultats quantifiés, des lettres de partenaires, des articles scientifiques, mais on doit vraiment sentir que vous avez vraiment atteint ce niveau. Je dirais pourquoi ceci est si important après. On aime avoir aussi une analyse de la demande convaincante, donc que les clients soient bien identifiés, leur appétit, la volonté de payer. Il faut avoir une analyse de la concurrence complète. Alors, au sens large, pour un marché existant, c'est-à-dire qu'il faut aussi penser aux substitutions, etc. Alors, discussion sur l'existence de barrières à l'entrée aussi. C'est un très bon point. Dans votre dossier, avec notamment une discussion sur ce qu'est l'avantage au first mover versus follower. Et ça, ce n'est pas que pour les marchés existants. Bien évidemment, si vous attaquez un marché existant, vous allez être un follower, donc il va falloir que vous expliquiez pourquoi est-ce que vous allez pouvoir gagner quand même des parts de marché. Mais même si vous êtes sur un marché
nouveaux ou très récents, faites une discussion sur ceci. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que nous, on aura pu voir à d'autres sessions, on aura vu des projets qui sont très proches des vôtres, éventuellement concurrents. Donc, si jamais c'est passé un laps de temps, je sais pas, 1 an entre les deux, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que vous intervenez maintenant? Quelle serait votre capacité à vous imposer sur ce marché? Bon, donc stratégie de commercialisation solide. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire ça? On veut comprendre les sources de revenus, le marketing, les canaux de distribution, les prix. Démonstration de la solidité de l'intelligence artificielle si elle est une des composantes du projet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est l'intelligence artificielle, on en parle partout. On reçoit énormément de projets où c'est marqué intelligence artificielle. Il faut que vous démontriez vraiment aux évaluateurs que l'intelligence artificielle est au cœur de votre produit et que vous donnez des preuves tangible de ce que vous avez déjà fait dans ce domaine. Donc, discussion sur les datasets, training, test, accuracy rate, quel type de sensor que vous utilisez, si jamais on a besoin. Aussi le processus de collection de données, tout ça doit être présenté dans votre application. Alors, sur ce que moi, je n'aime pas voir, il y a d'abord l'absence de preuve tangible de l'existence d'un prototype. Quand le hardware est quelque chose d'important dans votre projet, si vous avez atteint le TRL5, je ne sais pas, une description du prototype, il doit y avoir un prototype quelconque, une photo, un petit film, c'est rassurant. S'il n'y a rien sur ce type de prototype, c'est compliqué. Comment absolument éviter, ne déposez pas un dossier en disant, tiens, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, je vais mettre cette étiquette sur mon dossier, ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Quand c'est cosmétique, ça passe pas les filtres. Aussi, description non convaincante du client payeur et des raisons de son achat. Ça, c'est aussi quelque chose qui va bloquer le dossier. Oublier de nommer des concurrents facilement identifiables. Ça, c'est aussi vraiment problématique quand on fait nos dossiers. Il faut vraiment penser à nommer tous vos concurrents évidents et éviter de faire des représentations fausses de leur offre. Ça aussi, c'est très pénalisant sur les dossiers quand ça arrive. Je parlais de stratégie de commercialisation, donc si vous présentez une stratégie de prix détaillé et que vous n'avez pas discuté des coûts de production et de distribution, ça va être un peu compliqué de croire à la stratégie de prix à laquelle qui est présentée dans le dossier. Et ça vaut notamment quand vous n'avez pas atteint le TRL5, déjà, les coûts de production, à mon avis, vont être mal estimés. Donc, tout ça, ça va s'effondrer. Et donc aussi, s'il n'y a pas eu de prototype, s'il n'y a pas de discussion sur le prototype, aussi on se pose, mais quels sont les coûts de production de ces prototypes? Donc, c'est ce genre de choses qui nous bloquent. Aussi pour tout ce qui est donc propriété intellectuelle, et surtout, vous devez présenter un papier sur ça, notamment dans le Freedom to Operate. Surtout, ne vous cachez pas sous l'argument de la confidentialité, parce que là aussi, ça ne passera pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des investissements vont jusqu'à 17,5 millions d'euros. Donc, on s'attend à savoir exactement où se trouve la propriété intellectuelle, quelle est votre propriété intellectuelle de la société. Alors, pour l'impact, maintenant, donc, je suis sur l'impact. Qu'est-ce qu'on regarde? Donc, l'impact, c'est vous avez le projet, vous l'avez déposé. On va se poser la question, OK, quel va être l'impact de ce projet sur l'entreprise? Est-ce que ça va participer au développement de l'entreprise? Et ensuite, on va regarder aussi l'impact sur l'économie plus large, donc les externalités qu'il va y avoir sur l'économie, sur l'environnement, la santé. Pour ce que est de l'entreprise, on s'attend à voir que les dynamiques technologiques et de marché sont en faveur de votre projet. Donc, ceci doit être mis dans votre dossier. Vous devez nous convaincre que vous êtes soutenu par un environnement porteur. Tout ce qui est volume de vente et profitabilité attendue que vous allez présenter, il faut qu'il soit suffisamment élevé pour attirer un financement privé.
Des fois, je vois des disconnects entre le montant demandé pour l'investissement et la profitabilité attendue. Donc, comme encore une fois, il va y avoir des investisseurs privés pour financer votre projet avec l'IIC, si ceci ne paraît pas d'attendre des rendements intéressants pour les investisseurs privés, ça va coincer. Il faut aussi que l'estimation des volumes de vente, dans tout ce que quand vous faites les projections, il faut que ça corresponde à la stratégie de commercialisation annoncée. On voit que ce soit faisable avec le prix que vous avez annoncé, les clients que vous voulez approcher. Tout ceci doit être vraiment cohérent. Et aussi, il faut que les éléments de différenciation nous convainquent. Donc, on a convaincu que votre offre est différente de ce qu'il y a dans le marché, ou même si c'est un nouveau marché, ça peut être différent des quelques intervenants qui commencent à toucher à ce domaine, pour se dire, OK, ça vaut le coup d'aller plus loin. Pour les externalités, alors brièvement, pour les externalités, pour nous, on les juge soit positives, neutres ou négatives. Dans le cas d'une candidature européenne, alors donc où il n'y a pas, c'est pas dans un domaine bien spécifique, vous avez choisi la candidature européenne. Bon, et ça va être éliminatoire si on voit des externalités négatives. Je me rappelle une fois, j'avais vu un projet et il devait rejeter pas mal de calcaire dans de l'eau. Je ne me rappelle plus exactement des caractéristiques du projet. Il n'y avait pas vraiment d'études d'impact, d'études d'impact sur ce que ça voulait dire, ce genre de rejet de quantité de calcaire très importante dans l'eau. Bon, par exemple, ça, ce sont des questions qui bloqueraient votre dossier. En revanche, mais si vous êtes neutre, si en fait compte les externalités vont se limiter au développement de votre société, moi je ne rejetterai pas le projet et je ne me rappelle pas d'avoir vu un projet rejeté pour cette raison dans la candidature européenne. En revanche, si c'est une candidature dans un challenge particulier, là on doit avoir un impact positif. Donc il faut vraiment participer au but du projet. Si c'est que neutre ou négatif, de toute façon c'est non. Si c'est neutre, ça ne va pas passer. Il faut vraiment que ça participe à l'objectif du challenge que vous avez choisi. Ce qui est important par rapport à ceci, à cette partie, il faut que tous les key partners dans votre dossier soient présentés et vraiment les key partners en amont et en aval de la chaîne de valeur. Ça, c'est important à ce niveau-là. Comme je disais, il faut déjà un prototype qui a déjà démontré la faisabilité technique et il faut une estimation des coûts de production. Donc ceci, comme je l'avais dit, ceci est d'autant plus important quand le hardware joue un rôle important dans votre projet. Et puis une présentation non tirée par les cheveux des externalités positives. Encore une fois, si vous êtes dans le open, si vous êtes neutre, c'est mieux que de broder sur un impact qui paraît quand même peu vraisemblable. En revanche, à ce niveau-là, ce qui est vraiment problématique, c'est que vous êtes encore même pas le proof of concept n'est même pas atteint. Donc, on revient toujours sur cette notion de TRL. Quelque chose d'important ici, je vais essayer de prendre que quelques bullet points. La propriété intellectuelle. Alors là, il est important pour nous de voir que la propriété intellectuelle est détenue par l'entreprise qui va recevoir le financement. Alors cette entreprise peut être future, hein, elle n'est pas obligatoirement déjà créée au moment du dépôt de dossier, mais il faut bien que la propriété intellectuelle soit au sein de la société pour des raisons évidentes d'investissement. Et donc quand on a des situations où on voit que ce sont les fondateurs en tant que personnes physiques qui ont la propriété intellectuelle ou en des personnes morales indépendantes, ça c'est quelque chose qui ne va pas passer, sauf si vous expliquez que c'est le cas et qu'il va y avoir un transfert qui va se faire. Bon, ça c'est autre chose. Et alors autrement, brièvement aussi, quand vous allez faire vos forecasts par rapport à vos volumes de vente et puis les profits que vous allez faire dans le futur, c'est très peu crédible de voir une croissance linéaire des volumes de vente. Généralement, moi, je préfère toujours voir quelque chose au départ qui va être flat parce que le produit il va falloir développer le produit, il va falloir le lancer dans le marché, il faut aller prendre du temps. Ça revient aussi à l'idée de deep tech et ensuite avoir une croissance exponentielle.
souvent c'est beaucoup plus crédible que quelque chose de linéaire pour les 5 ans qui viennent. Je vais passer vite déjà à ce slide. Alors, pour ce qui est de l'évaluation, donc de la mise en œuvre et des risques financiers, donc c'est la troisième partie que nous regardons et qui va être le critère pour notre évaluation. Alors pour ce qui est de l'équipe, donc on va regarder l'équipe qui va prendre un rôle très important dans notre analyse. En vérité, ce qu'il faut, c'est des capacités de l'équipe actuelle soient nécessaires pour lancer le projet, mais si elles ne sont pas suffisantes, et ce qui est souvent le cas, qui est que vous mentionnez des plans d'embauche pour couvrir les lacunes que vous avez identifiées, que l'on pensera être aussi relevantes pour le dossier. Il est important aussi d'avoir déjà un mécanisme d'intéressement des membres de l'équipe mise en place. Alors, ça dépend des structures. On voit déjà, il y a déjà le capital est déjà réparti entre les membres clés d'un projet, ou alors il y a déjà un pool de stock options qui est mis en place. Et donc, pour nous, c'est important pour donner un go au dossier. Pour ce qui est de la mise en œuvre, pour nous, ce qui est important de voir, c'est que le plan du projet est clair. D'abord, il faut qu'on comprenne et soit en ligne avec l'historique présenté dans le dossier de candidature. L'exemple, c'est par exemple, on considère que certaines tâches ont déjà dû être atteintes avant que vous ayez atteint aussi le TRL 5. Si on voit que certaines tâches doivent être encore faites, ça pose question. Un exemple très concret, c'était une solution d'intelligence artificielle pour l'identification de parasites sur des animaux. Et comment, dans le plan du projet, on voyait qu'il était nécessaire d'avoir une lecture complète de la littérature pour voir comment est-ce qu'on pouvait identifier cette catégorie de parasites. C'est un problème. Donc, c'est qu'en fait, compte, le TR5 n'a probablement pas été acquis. Enfin, pour le recours justifié au financement de l'EIC Accelerator, il faut que les besoins financiers estimés soient adaptés. Donc, il y a ce grant first, grant only, blended. Donc, il faut voir où est l'état de votre projet. Est-ce que vous mettez votre projet alors que votre société est déjà bien développée, elle n'est pas encore, vous êtes à temps de créer la société. Tout ceci va être pris en compte et les montants aussi soient bien évidemment en ligne avec votre projet. Et il faut que l'historique du financement ainsi que le profil rendement-risque attendu justifie l'appel au financement de l'EIC Accelerator. Donc, il y a plusieurs cas on peut voir plusieurs cas. Bon, évidemment, le plus clean, c'est la startup qui commence, qui a besoin de financement, qui a des risques technologiques très importants et qui a besoin de l'EIC. Mais on a d'autres cas où déjà des fonds de VC bien connus ont financé une première partie du projet, ça n'a pas marché, ils ont relancé. Donc, tout ceci doit être cohérent. Mais en aucun cas, par exemple, comme je disais, le fait d'avoir eu déjà des investisseurs institutionnels par le passé, de dire que vous n'aurez pas accès au financement de l'EIC Accelerator. Ça dépend de l'histoire de votre société. Pour les choses que j'aime bien voir dans le dossier, donc la cohérence de la masse salariale avec les caractéristiques de l'équipe, justifiant le financement demandé. Donc, s'il y a vraiment un décalage entre les salaires demandés et la taille de l'équipe, ça va poser des problèmes. Comme je disais avant, donc un programme ISOP, donc de stock options déjà établi au moins. La présentation du plan d'action doit avoir un degré de description gérable pour l'évaluateur. Pensez au nombre de jours pas le nombre d'heures que l'on passe sur votre dossier. Donc, il y a une granularité qui doit être gérable pour nous. Quand vous avez de la sous-traitance, que la sous-traitance soit clairement justifiée avec des acteurs déjà identifiés et indépendants. Aussi, ce qui est toujours bien, c'est d'avoir des lettres d'intention d'investisseurs institutionnels ayant un appétit pour
pour l'exposition aux risques commerciaux, mais pas encore aux risques technologiques que votre projet contient, parce que ça va déjà assurer qu'il y a de l'intérêt pour devenir co-investisseur avec les SI plus tard. Ou alors des investisseurs institutionnels qui sont déjà présents, mais qui souhaitent élargir l'actionnariat, encore une fois, peut-être parce que ils considèrent qu'ils ont fait leur part du développement de la société, parce qu'ils ne peuvent pas suivre pour le round suivant. Il y a des raisons diverses qui font que on pourra accepter un dossier. Alors, ce qui est un problème pour nous, c'est quand les membres de l'équipe ne sont pas impliqués à temps plein dans le développement de la société. Encore une fois, je reviens pas sur TRL5, mais quand il n'est pas atteint, tout s'effondre, parce que tout votre planning, votre plan d'action, etc., va pas être consistant en vérité. Et puis, même si votre TRL 5 est atteint, faites attention essayez d'être le plus. Je sais bien qu'il y a une part d'interprétation dans cette TRL, mais ne dites pas que vous êtes au fin de TRL 8 si vous êtes encore qu'à TRL, vous sortez du TRL 5, vous allez vers un TRL 6, parce qu'après, tout ceci nous fait douter sur le timing que vous avez présenté dans votre plan d'action. Une chose importante, ne jamais dire que sans le financement de l'IFC Accelerator, votre projet ne sera pas, parce que si jamais, encore une fois, on a besoin d'investisseurs privés, et ça, c'est vraiment OK, donc il n'y a vraiment aucune chance, il n'y a pas d'intérêt du tout d'investisseurs privés, c'est vraiment un problème. Et donc, quand on a des grant only, des demandes grant only, et on voit que c'est surtout motivé par un désir d'éviter une dilution du capital afin de préserver les premiers investisseurs, bon, ça passera pas non plus. C'est pas le but du jeu, c'est vraiment de développer des projets qui vont nécessiter encore des investissements et donc avoir un vrai impact sur l'économie européenne. Alors, avant de passer, parce que je suis conscient du temps, quelques conseils généraux. Donc, votre narratif, il faut vraiment le faire pour que l'évaluateur comprenne bien votre projet dans le nombre d'heures qui sont allouées à l'analyse. Donc, pensez au fait que trop d'informations tue l'analyse. Il faut faire attention à ne pas trop charger l'évaluateur avec des informations connexes, peut-être pas vitales. Vous avez la possibilité de mettre des annexes, donc évitez les annexes volumineuses, franchement, ça sert à rien. Donc, prenez des annexes. En revanche, utilisez les annexes pour des éléments importants que vous ne pouvez pas mettre dans le reste du dossier. Et puis, faites en sorte que l'évaluateur va pouvoir faire une lecture rapide de ces documents. Plus le marché est développé, plus le marché est établi, on s'attend à avoir des données quantitatives sur la demande, les prix, l'évolution que vous attendez du marché pour les années qui viennent, des études externes de cabinets de consultance qui vont dire que vous pouvez baser vos plans de croissance sur des croissances à plus 5, plus 10, plus 20% par année pour les 5 ans qui viennent. Donc, tout ça, on s'attend quand le marché est développé. En revanche, quand c'est un nouveau marché, bon, on s'attend à quelque chose de plus qualitatif et c'est OK. Il faut savoir qu'un dossier qui manque de cohérence interne a très, très peu de chances d'être sélectionné. Donc, on ne s'y retrouve pas dans le dossier. Il y a des problèmes au niveau de l'équipe, au niveau des budgets, la stratégie de commercialisation, des partenaires. Tout ça bloque le dossier à un moment donné. Mais en revanche, malheureusement, ça ne veut pas dire que si vous avez un dossier qui est cohérent de façon interne, ça ne veut pas dire qu'il est sûr d'être sélectionné. Donc, il faut quand même que le projet soit intéressant et donc corresponde aux critères de deep tech mentionnés tout à l'heure. Dernier point que je voudrais vraiment, sur lequel je voudrais insister, le pitch deck. Il doit vraiment être bon, votre pitch deck. Il doit vraiment permettre de présenter sur les 10 slides ou un petit peu plus de slides l'essentiel de votre projet, parce que c'est vraiment le document backbone qu'on utilise. C'est vraiment souvent, c'est le premier élément que nous, en tant qu'évaluateur, on va regarder avec le pitch deck ou la vidéo que vous avez faite pour des dossiers courts. Et ensuite, pendant la réalisation de notre projet, quand on est un petit peu perdu, pour se rabattre sur le pitch deck et comprendre exactement où on en est dans l'évaluation de votre projet. Donc, faites vraiment attention à ceci. Voilà. Et ce pitch deck, d'ailleurs, est aussi important pour les membres du jury. Donc, Cœur Ravière va présenter après moi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions?
N'hésitez pas, vous pouvez soit lever la main, soit poser vos questions par écrit dans l'espace discussion s'il y en a. Eh bien, si personne ne se manifeste, dans ce cas-là, on va pouvoir enchaîner. OK. Et bonjour à tous. Voilà, moi je suis Javier Echari, je fais partie des évaluateurs qui font les interviews physiques. Et donc, du coup, je vais vous parler un petit peu de comment ça se passe au niveau de l'interview, du grand oral. Forcément, nous avons les mêmes armes, les mêmes arguments et les mêmes critères à évaluer que les évaluateurs qui nous précèdent. Et donc, on regarde les choses avec une connaissance un peu plus approfondie, puisqu'il y a les démineurs devant nous. Donc, il y a forcément des gens comme Didier Guénoc qui ont passé en revue les dossiers. Nous recevons les dossiers complets, mais nous recevons tout aussi bien les commentaires des évaluateurs qui nous précèdent et qui nous guident, nous aiguillent un petit peu sur des éléments qui ont bien reçu un go, mais néanmoins nécessitent un petit peu plus d'approfondissement. Et donc, du coup, on va regarder un peu cela de manière différente. Ce que vous devez savoir, c'est que nous regardons tout ce dossier, plus les commentaires des évaluateurs précédents, et nous avons relativement peu de temps pour le faire. Donc là, les derniers commentaires dédiés par rapport à la manière d'écrire les dossiers pour faciliter la lecture dans les temps alloués, dans notre cas, ça devient de plus en plus important. Ceci dit, la commission n'aide pas énormément avec le format qui sont choisis pour la présentation du dossier que vous devez suivre. C'est plutôt le langage que vous utilisez et la clarté dans ces langages qui nous aident. Alors, nous allons évaluer exactement les mêmes critères que les évaluateurs qui nous précèdent, exactement la même chose. Mais nous allons le regarder d'une manière un peu transversale, puisque notre but, c'est d'arriver à une conclusion, savoir être assuré sur les capacités de l'équipe à mener à bien ses projets et surtout à mener à bien la société dans les marchés auxquels elle s'adresse. Et donc, forcément, on ne va pas pouvoir les faire seulement sur la base du papier. On va confronter ce que vous avez écrit dans les papiers avec les réponses que vous allez nous donner quand on vous interroge. Donc, forcément, on va regarder un petit peu les choses plus en profondeur de manière un petit peu différente. Il n'y a pas beaucoup de temps pour cela. Vous savez que pendant l'entretien, vous avez 10 minutes pour la présentation, 25 minutes pour les Q&A, encore 10 minutes des Q&A pour les membres du EIC Fund et la commission elle-même qui pourrait vous poser des questions. Mais en tout, c'est 35 minutes pour beaucoup de questions. Les jurys aura travaillé chaque dossier en détail, donc il y aura une liste de questions interminable et forcément, on n'aura pas le temps de tout couvrir. Donc, plus vous êtes précis dans vos réponses, plus ça vous avantage parce qu'on aura le temps de couvrir davantage des chemins ensemble, pouvoir évaluer la proposition d'une manière un petit peu plus favorable. Donc, je vais faire comme Didier Guénoc. Je vais vous présenter les critères, mais de manière différente. J'ai groupé les critères de manière différente. Ça va être 3 lots. Et je vais vous présenter un slide en vert pour les choses que j'aime personnellement et les choses que je n'aime pas personnellement. C'est une approche perso, mais c'est assez partagé pendant les membres du jury, donc je pense que ça va pouvoir vous aider. De ma part, je ne vais pas tout passer en revue, je vais me centrer sur certaines questions. Alors, par rapport à l'équipe, je vous ai dit que notre but, c'est d'évaluer un petit peu la capacité de l'équipe à mener à bien les projets. Pas seulement l'équipe est super, les CV sont absolument fantastiques, c'est des gens top-notch, bon, fantastique, mais est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils sont capables de nous convaincre nous-mêmes? Est-ce qu'ils sont capables de convaincre le marché en soi quand le marché arrive à être confronté? Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on aime bien pendant l'interview? On aime bien forcément l'interaction entre les membres de l'équipe, qui n'est pas un seul leader, mais plutôt qu'il y a un respect sur les responsabilités distinctes, que la parole se passe de l'un à l'autre en fonction des questions. Tout ça, c'est bien. Mais on aime surtout que l'équipe soit issue de cette équipe, que les projets soient issus de cette équipe. Ça nous arrive régulièrement qu'il y a des PME qui ont un projet technologique qui viennent se rajouter à leur ligne commerciale habituelle et qui nous envoient une petite équipe sans vraie capacité de décision au sein de l'entreprise pour présenter les projets. Ça, c'est exclu d'office.
C'est-à-dire il faut une équipe vraiment leader qui se présente devant le jury pour défendre leur projet et leur société et que ce projet soit fondamental pour le futur de la société. Je dis ça parce qu'il y a quand même différentes situations dans lesquelles on voit des choses un petit peu différentes, un peu déguisées sur un format plutôt EIC, alors qu'en la réalité, ce n'est pas les cas. On est pour exactement les mêmes raisons, et M. Guinoc l'a mentionné tout à l'heure, les membres qui consacrent l'essentiel de leur temps à ces projets qui nous présentent, à cette société. Parfois, ce n'est pas possible de faire 100%, surtout dans les domaines healthcare, par exemple, il y a de la recherche fondamentale qui est faite au sein de l'INSEE ou d'autres éléments de recherche. Et ces personnes font partie de l'équipe, mais à mi-temps ou à un certain temps. Mais c'est très important qu'il y ait le gros de l'équipe qui soit dévoué à 100% du temps ou qui compte le faire bientôt. Pour la même raison, c'est tout aussi important de voir que les shares, les capitales de la société soient bien distribués entre les membres fondateurs de l'équipe et les membres clés de l'équipe, même s'ils ne sont pas fondateurs. Et là, on voit des choses un petit peu différentes. Je vais vous raconter ça dans les choses que je n'aime pas tout à l'heure. Une autre chose que j'aime fondamentalement, c'est voir que l'équipe clé a toutes les connaissances nécessaires pour lidérer les chapitres qui leur sont alloués, leurs responsabilités. Didier a mentionné tout à l'heure l'intelligence artificielle. Je vais donner un exemple par rapport à ça. Très souvent, on voit des équipes qui viennent avec des propositions technologiques, tout ça c'est bien, dans lesquelles ils veulent rajouter de l'intelligence artificielle. On voit clairement dans les dossiers que c'est quelque chose qui est fait a posteriori, parce que dans les temps où ils avaient lancé la société, la technologie, l'intelligence artificielle n'était pas tout aussi présente, ils les rajoutent ensuite, ils n'ont simplement pas les connaissances, ils viennent avec un dossier qui est de la décoration, et pour ceci dire, il n'est pas fondamental pour l'équipe, et l'équipe n'a pas les connaissances. Ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème de voir que cette équipe n'est pas capable de mener à bien. C'est clair qu'il y aura des recrutements supplémentaires à faire, il y aura des programmeurs à recruter, etc. Mais il faut y avoir un leader qui connaisse ces domaines. Autrement, ils vont devoir tout sous-contrater et forcément, ça ne fera pas partie du core value proposition de la société. Donc, du coup, c'est des choses qu'on aime bien voir à l'intérieur du panaché des connaissances de l'équipe leader de l'organisation. Je vais passer au slide suivant avec les choses que je n'aime pas. Et comme je vous ai dit, vous allez avoir tout ceci en aide-mémoire, donc je vais me centrer sur certains points par rapport à d'autres. Les choses que je n'aime pas. Je n'aime pas les professeurs et les recherches qui ont favorisé ou qui ont lancé un projet, mais ne comptaient pas y consacrer du temps du tout, ou de manière tout à fait marginale par rapport à leur métier. Et néanmoins, ils gardent des participations très importantes dans les capitales de la société. Ça, ce n'est pas un bon signe. Ça, c'est clairement pas un bon signe à voir, et forcément, le jury interrogera l'équipe qui se présente par rapport à ceci. Exactement pour les mêmes raisons, on voit des formats un petit peu plus à la mode des venture builders qui partent en reconnaissance du terrain dans des différents centres et différentes universités, centres de recherche, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme technologie intéressante à financer. Ils font du pre-seed, c'est très bien, mais ensuite, ils prennent des rôles de direction là-dedans. Bon, c'est très bien si c'est quelque chose de temporaire pour combler au manquement d'acumen commercial ou expertise des marchés de l'équipe existante. Mais le temps que cette équipe se présente à la commission, le EIC, il faut qu'il y ait déjà un plan très clair par rapport au remplacement de ces gens par des futurs membres de l'équipe à plein temps, et idéalement avec une stock option plan qui incorpore ces nouveaux rôles clés dans la société. Donc des choses qui peuvent poser des questions assez importantes, dont le jury va poser des questions assez importantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des tâches clés pas couvertes par l'équipe actuelle, ça c'est un problème. L'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous allez être en face des 5 à 6 membres de l'équipe des jurys, déjà fatigués, avec énormément de dossiers, et vous êtes en concurrence avec les autres sociétés qui vont se présenter. Pas forcément en concurrence dans les marchés, mais en concurrence vis-à-vis du jury. Si vos réponses ne sont pas claires,
Si vous donnez des réponses pas précises, on va perdre du temps, on va devoir vous poser la question 2 ou 3 fois pour arriver à avoir les réponses qu'on cherche. Ce n'est pas un bon signe. Et c'est encore pire si vous nous donnez des réponses contradictoires par rapport à le dossier écrit, puisqu'on va penser que c'est un dossier complètement fait par les consultants, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais un dossier que vous ne maîtrisez pas ou que vous n'avez pas forcément lidéré. Donc, ça donne des signes que le projet n'est peut-être pas exactement le projet final, mais c'est un projet un petit peu concocté pour avoir plus de chances pour les EIC. Évidemment qu'on formalise les dossiers pour les EIC, mais il faut que ça soit un vrai projet lidéré par l'équipe de la société. Donc, ça, pour mon premier groupe des dossiers, donc équipe, la connaissance de l'équipe par rapport au dossier, leur capacité et leur projet final. Et je passe au groupe suivant. Je les groupe à ma manière, je vous ai dit, hein, Didier. Donc, si vous pouvez passer les slides suivants. Moi, dans les groupes suivants, je regarde les 3 choses un peu en même temps. La deep tech, les marchés, la stratégie. Je sais bien que les évaluateurs regardent la deep tech un peu séparément. Pour moi, ça fait un peu partie de la même chose. Est-ce que c'est une deep tech authentique qui est issue de cette équipe? Je n'aime pas forcément une deep tech qui est issue d'un grand professeur d'université, qui a été leur professeur. Donc, eux, ils ont travaillé pour ce professeur en tant que chercheurs. C'est très bien. Et de là, ils ont décidé de mettre une société à part. Pourquoi pas? Mais la deep tech fondamentale, il faut qu'il y ait une propriété genuine, donc une vraie propriété de la part de l'équipe. Et forcément, une stratégie des propriétés intellectuelles qui soit cohérente avec ces deep tech. C'est vrai que la capacité à rompre un marché, à déranger ces marchés est considérée valable pour les EIC, mais la réalité, c'est qu'au vu de la qualité des dossiers que nous recevons, de plus en plus, c'est tous les dossiers vraiment deep tech qui gagnent des parts dans les décisions finales du jury. Donc, si ce n'est pas de la deep tech, si c'est seulement, entre guillemets, une rupture de marché qui existe déjà avec des concurrents, etc., c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, ces stratégies technologiques, si c'est un seul produit, ce n'est pas très bon. Par contre, si c'est une stratégie technologique qui favorise des futurs développements dans la même société, ça, c'est par contre autre chose. Ça donne lieu à une société qui n'aura pas un seul produit, mais qui aura un futur avec une série de produits en conséquent. Et forcément, on va regarder si les financements que vous présentez, dans l'Excel avec les finances, que parfois les gens prennent de manière très légère, si ça montre vraiment que vous allez faire un investissement en R&D conséquent avec ce que vous nous présentez dans les dossiers écrits. Donc, je vais être méchant, mais les gens qui viennent du monde un petit peu de la finance, comme moi, comme M. Guénog, nous allons regarder les dossiers financiers et sans connaître la société, nous allons pouvoir identifier quel est le modèle de business qui est poursuivi simplement par les chiffres. Donc, les chiffres parlent et il faut que ça parle le même langage que votre dossier écrit. Et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que je n'aime pas non plus quand on parle de ces deep tech et on veut s'approcher à un marché? J'aime quand ces marchés est détaillé, mais détaillé pas seulement parce qu'il y a une analyse de la concurrence avec des produits potentiellement concurrents. Parfois, c'est la concurrence directe, parfois, c'est la concurrence indirecte. Tout ça, c'est très bien. Mais il faut qu'on me parle aussi du muscle financier de mes concurrents. Puisque si vous allez vous attaquer à un marché, il y a quelqu'un d'autre qui est déjà dans ces marchés avec des parts des marchés conséquents, forcément, ils ne vont pas rester tranquilles, ils vont faire quelque chose, ils vont se défendre. Alors, ils vont se défendre parce qu'ils ont la capacité d'appuyer sur des ressorts de distribution ou des ressorts de prix ou des ressorts de financement pour essayer de ne pas vous laisser rentrer. Donc, des barriers to entry. Donc, une analyse des marchés qui détaille un petit peu tout cela est pour moi très important. Donc, passez du temps à analyser vos concurrents, pas seulement les bons fondés ou les mal fondés de leurs produits par rapport aux vôtres, ce qui est un peu le dossier de la commission, mais je veux aussi voir que les bons fondés ou mal fondés de leur capacité à rester dans un marché ou à percer ces marchés par rapport à vous ou à l'inverse. Donc, forcément, ça demande une stratégie de marché plus détaillée, avec une stratégie détaillée de comment est-ce que vous allez vous faire face à ces concurrents, qui soient déjà dans les marchés ou que ce soit des concurrents potentiels, parce que vous êtes conscient qu'il y a une recherche
aussi mené par ses concurrents qui pourraient vous déplacer dans les marchés. Donc, tout ça, pour moi, ça coule des suites. La deep tech, les marchés, la stratégie pour attaquer les marchés, forcément, l'analyse de la concurrence que vous nous présentez. Quelque chose que j'aime aussi, c'est des hypothèses réalistes. Et M. Guinoc l'a mentionné tout à l'heure, les sales projections qui sont plates ou avec une croissance plus ou moins constante, etc., ce n'est pas crédible. On veut voir, on va vous questionner pendant l'interview. Imaginez-vous, dans l'interview, je vous pose la question, d'accord, j'ai vu vos projections sur les sales et sur le coût de fabrication, par exemple. Donnez-moi les hypothèses derrière. Quels sont les marchés qui vont constituer ces sales? À quel rythme de croissance? Quels sont les marchés que vous attaquez d'abord et quels sont les marchés que vous attaquez après? Qu'est-ce que vous allez faire comme vente directe et qu'est-ce que vous allez faire comme vente indirecte via des distributeurs? Donc, on va vous questionner sur tous ces points. Et il faut que les hypothèses derrière les sales soient solides, mais tout aussi bien pour les coûts des fabrications, tout aussi bien pour la sous-contratation, la sous-traitance des parties de votre fabrication ou autre, ou même du développement du dossier. Ça, c'est la partie qu'on aime et la partie dont on vous questionnera pendant l'interview. Alors, sur la slide suivante, la partie que je n'aime pas, j'ai beaucoup de mal avec la incremental tech. C'est la technologie qui existe, on la concocte de manière intelligente parce qu'on a identifié une niche des marchés et on veut s'attaquer à cette niche des marchés. Bon, en soi, c'est bien, mais il faut que ça soit une rupture radicale du marché. Si c'est simplement percer un marché qui existe pour avoir un produit qui est peut-être un petit peu meilleur que ce qui propose la concurrence, pour que le marché reste tel quel, simplement il y a des parts des marchés qui se redistribuent entre les différents acteurs, y compris vous, ça, ce n'est pas forcément un projet pour les EIC. Les EIC veulent quelque chose de beaucoup plus radical. Un projet en avance, vraiment un leapfrog, ou bien une technologie, ou bien un marché. Donc, l'incremental tech, moi, personnellement, j'ai du mal. La partie IP, vous l'avez regardé avec M. Guinoc, je pense que ça a été suffisamment clair. Les trade secrets, etc., c'est une manière de déguiser que vous n'êtes pas suffisamment solide par rapport à comment vous allez protéger votre capital intellectuel, pas seulement la propriété intellectuelle, mais le capital intellectuel. Qu'est-ce que je n'aime pas non plus? Je n'aime pas non plus la deep tech qui est issue des professeurs et des chercheurs. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour que ça soit clair. Mais c'est encore pire, c'est si la propriété intellectuelle reste dans les mains de ces professeurs ou chercheurs qui ne sont pas investis pleinement dans la société, ça ne veut pas dire 100%, mais ça veut dire de manière importante, ou via des sociétés tierces qui sont gardées par eux avec des parts dans des capitales plus ou moins variables. Ça, c'est les sortes de choses qu'on va regarder. C'est dans les dossiers, mais on va vous poser des questions parce que parfois dans les dossiers, on peut cacher certaines choses et donc du coup, on va vous questionner là-dessus de manière systématique. Attendez-vous à ces questions d'office. L'analyse de la concurrence que je vous ai parlé tout à l'heure en positif, ça peut être négatif si ce n'est pas une analyse suffisamment forte. Et forcément, les marchés mûrs et saturés, sans une stratégie particulièrement forte, ça ne fait pas l'affaire. Ça veut dire, si vous venez avec un produit MeToo, vous allez avoir un succès mitigé. Ce n'est pas un dossier pour les EIC. Des projections des ventes, je vous ai parlé tout à l'heure, donc qu'est-ce qui sont les hypothèses derrière les projections. Quelque chose que j'aime, c'est une proposition commerciale qui nous parle de quel est l'avantage pour les clients. Pas seulement l'avantage technologique, mais quel est le return on investment. En combien de temps le client va être favorisé, pas favorisé par votre technologie, par votre proposition commerciale. Et si vous allez analyser le return on investment, il ne faut pas négliger les coûts indirects. Si un client a déjà une certaine installation, une infrastructure de production quelconque, et votre technologie est beaucoup mieux que ce qui existait déjà, mais ça oblige un changement de cette infrastructure existante, c'est quand même plus difficile à convaincre ses clients. Donc, on veut le voir dans la stratégie commerciale, on veut le voir dans la stratégie des questionnements par rapport aux clients, on veut voir aussi dans vos projections de vente les temps nécessaires pour faire mûrir des décisions importantes chez les clients qui sont dérivées de l'adoption de votre technologie ou de votre produit. Donc, ne soyez pas naïfs, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ce qu'on attend de vous à ce stade, c'est la naïveté, ça ne passe pas.
Donc, il faut vraiment une analyse très conséquente de comment est-ce que le client va recevoir votre proposition et quelles sont les conséquences de votre proposition. Ça peut être très bien, mais peut-être dans les timings, ça peut être quelque chose qui va prendre un peu plus de temps à maturer, à devenir des ventes formelles. Ça pour la partie d'e-tech, et je passe au troisième gros lot qu'on regarde ensemble. En tout cas, je pense que je l'ai fait, mais je pense aussi à la plupart de mes collègues jury les fonds. On regarde les projets, les budgets et les financements d'une manière globale. Et on regarde tout aussi bien l'équipe leader et les responsabilités, qui est à charge de quelle partie du projet. Est-ce que lui ou elle a la connaissance de ces dossiers? Est-ce qu'elle a l'expérience pour pouvoir mener à bien ces parties du projet que vous nous présentez? S'il y a de la sous-traitance, c'est très bien, mais il faut savoir si c'est une sous-traitance d'une partie de votre projet qui est fondamentale ou si c'est une sous-traitance qui vient en complémentaire de la partie fondamentale dont vous allez garder la connaissance et vous allez garder la maîtrise. Ça change fondamentalement une chose ou l'autre, ça nous donne une perspective très différente de quelles sont les vraies capacités de l'équipe, quelles sont les vraies capacités de la société. On aime tout aussi bien un planning des tâches qui tient compte des délais potentiels. Il y a des gens qui sont trop naïfs par rapport au planning d'exécution des dossiers. On regarde les tâches en détail, ils ne vont pas pouvoir le faire, ils n'ont pas les capacités personnelles. Pire encore, ils peuvent le faire s'ils avaient déjà le personnel nécessaire. Mais dans une autre partie du dossier, ils me mettent qu'ils n'ont pas tous les key roles nécessaires pour bien mener à bien ces parties des tâches qui vous nous détaillez dans un work plan. Ça, forcément, on va vous poser des questions. Il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit logique, il faut que ça soit vraiment bien en détail. Si vous prenez davantage de temps parce que vous estimez qu'il y a peut-être un délai à engager certaines personnes clés ou il y a un certain délai à vous fournir de certaines matières puisque le marché est devenu plus compliqué pour cette matière, dites-le dans les dossiers. C'est mieux de tirer vers le long, quelque chose de cohérent, que vers le court. Parce qu'après, on ne tient pas ces engagements et ça pose problème. Et surtout, ça va vous poser des questions un peu inconfortables de la part du jury. Qu'est-ce qu'on aime aussi? On aime la partie go-to-market, et comme vous pouvez l'imaginer. On va vous questionner énormément dans la partie go-to-market, dans les jurys, puisque les évaluateurs ont normalement fait un super boulot à évaluer la partie d'e-tech, etc., etc. La partie go-to-market est plus en nuance. On peut écrire quelque chose de très joli et n'est pas vraiment être capable de le défendre devant le jury. Donc, on va vous questionner fortement sur la partie go-to-market et il faut, parmi d'autres choses, et maintenant je vais commencer à lier ces parties-là avec les budgets et les financements, il faut que ces parties go-to-market soient d'une manière réaliste traduites en un budget et en un besoin de financement. Alors, autant on voit des choses trop modestes par rapport à la complexité des marchés que le jury anticipe et va trouver cette société, autant on trouve parfois des dossiers qui nous mettent des bulk numbers, donc il met, bon, j'ai besoin de 10 millions pour le go-to-market, avec extrêmement peu de détails de comment est-ce qu'ils vont s'attaquer à ces marchés, comment est-ce qu'ils vont engager des distributeurs et combien d'argent ils ont besoin pour faire la présence en conférence, en online media, etc. Donc, il faut que l'ensemble soit cohérent et on va vous poser des questions là-dessus. Donc, plus vous êtes clair par rapport à ça, plus vous êtes cohérent, plus vous êtes capable de nous donner des fourchettes, ben, on estime que ceci va nous coûter entre ceci, et on a préféré de mettre la moyenne sur le dossier ou plutôt aller vers le haut, mais avec un détail des tâches, des sous-traitances, etc. Plus vous êtes clair, plus vous nous montrez la maîtrise de votre dossier par vous-même, mieux ça sera. Mais il faut que ça soit aligné, parce qu'on va, comme je vous ai dit du début, on va vous questionner de manière croisée sur les différentes parties du dossier. Nouveaux investisseurs potentiels, et M. Guénon vous l'a dit déjà, il faut des LOIs, et s'il vous plaît, ne faites pas des LOIs copy-paste. Je sais que les investisseurs vont vous demander ceci. Je sais que même les instituts de recherche, les fournisseurs, etc., on dit, bon, écrivez-moi les textes, je les passe sur papier format de ma société et je les signe. C'est très bien. Faites-le, mais faites-le de manière intelligente. Vous avez sûrement eu des conversations différentes
avec 2 distributeurs différents, reflétez-le dans la lettre qu'ils vont nous signer, dans la LOI qu'ils vont vous signer. Pareil avec les investisseurs, vous avez sûrement eu des conversations différentes avec les investisseurs, il faut que ça soit reflété d'une manière ou d'une autre dans la lettre qu'ils vont signer. Plus vous êtes précis, plus il y a un détail des conversations eues, mieux c'est et plus fort seront ces letters of intent. Ce n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas une question de j'ai 10 letters of intent par rapport à 5. Il faut que ce soit des letters of intent croyables et avec du contenu. Qu'est-ce que j'aime aussi? Les financements propres justifiables. Maintenant, je rentre un petit peu dans les modalités. Vous savez que vous pouvez savoir du blended, du grant only, du grant first, ou du equity only. Tout ça, c'est très bien, mais il faut que le financement propre soit justifiable, particulièrement quand vous faites du grant first ou du grant only. On voit pas mal de dossiers qui nous disent bon, j'ai besoin de 2,5 millions de la commission pour les grants, mais il me faut encore 1,5 million que je vais financer avec un financement propre parce qu'on est déjà en train de vendre. Bon, d'accord. Puisque moi, en tant que jury, je vais vous questionner fortement sur la partie sales, sur la partie vente et sur les fondamentaux derrière ces ventes, il faut que vous ayez en condition de me garantir que ce financement que vous comptez financer avec vos propres ventes va tenir la route. Parce que sinon, on va jeter de l'argent par la fenêtre, si ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, les financements propres, c'est très bien, mais il faut que ça soit vraiment justifiable. Et avec une certaine marge de manœuvre, encore mieux. Donc, à la rigueur, regardez un petit peu vos chiffres. À nouveau, regardez les financements par rapport au dossier, par rapport à votre stratégie. Des options de financement alternatives avec les EIC sont nécessaires. M. Guénon vous l'a dit de manière un petit peu indirecte. Il ne faut pas dire que sans les EIC, la société ne pourra pas faire ses projets. Ça, c'est un problème, parce que ça veut dire que vous n'avez pas peut-être cherché suffisamment dans les marchés s'il y a des investisseurs potentiels ou pas. Et en conséquence, si vous avez une option de modifier votre stratégie au cas où vous n'aurez pas l'argent de l'EIC. Alors forcément, la recherche d'investisseurs, c'est pénible. Ça prend du temps, ça prend des ressources, ça déterre votre concentration de la partie technologique que vous êtes encore en train de développer et vous devez passer du temps dans un marché que vous êtes probablement un petit peu inconfortable. Évidemment, c'est su par les jurys que c'est comme ça, mais forcément, vous devez penser à une stratégie qui vous permet de la modifier au cas où ce ne serait pas une réponse positive de la part des DIC. Donc, réfléchissez un petit peu à ça. Parce que les jurys ne viennent pas chercher la petite bête dans les dossiers, ils viennent chercher votre capacité à mener à bien le dossier. Et donc, toutes ces sortes de questions, c'est des questions qu'on se poserait normalement au sein d'une société. Donc, on ne cherchait ni plus ni moins qu'est-ce qu'on chercherait dans un interview investisseur, plus ou moins normal. Je vais passer aux choses que je n'aime pas dans cette partie du projet, financement et budget. Vous allez rigoler, mais parfois, quand je fais l'addition des person months qui sont dans le work plan et la liste des personnes qui sont dans la société aujourd'hui, y compris les recrutements qui sont détaillés, ça ne matche pas. Alors, c'est impossible de faire ces projets. Et parfois, il y a des erreurs qui sont probablement dues à une certaine précipitation au moment de fournir les dossiers, mais il faut que ça soit justifiable. Vous ne pouvez pas nous présenter davantage de personnes moins que le nombre de personnes que vous allez avoir dans la société. Autrement, il y a des coûts quelque part qui sont cachés là derrière ou simplement vous n'êtes pas conscient de la complexité de votre propre projet. Donc forcément, regardez ça avec un petit peu de sens critique. Qu'est-ce que je n'aime pas non plus? Je n'aime pas la rémunération en cash de tous ces conseillers scientifiques, conseillers commerciaux, conseillers en toutes sortes. Pourquoi je ne l'aime pas? J'estime que quand des gens d'un certain niveau, dont leur présence scientifique ou leur présence commerciale ou y compris situation financière est confortable, je ne comprends pas qu'ils arrivent à appuyer une société tout en essayant d'avoir un retour financier immédiat. Je comprends bien qu'un effort mérite une rémunération à terme, et donc du coup, j'aime beaucoup plus quand il y a une rémunération qui fait partie de l'ESOP, donc de Stock Option Plan, plutôt qu'une rémunération cash de tous ces conseillers. Évidemment, tout est discutable. Évidemment, si on vous pose la question, vous allez pouvoir donner des raisons pour lesquelles
une certaine manière de rémunération était choisie parmi d'autres, mais vous allez être questionné là-dessus. Je n'ai pas non plus les tâches critiques entièrement sous-traitées, je pense que vous aurez compris ça, parce que c'est complexe, parce que ça veut dire que la société n'a pas toute la connaissance nécessaire pour mener à bien les projets. Une chose, ce n'est pas savoir les ressources nécessaires pour mener à bien les projets. C'est pour cela que l'IIC a été créé. Mais ne pas savoir la compétence nécessaire pour mener à bien les projets, c'est plus compliqué à défendre. Il peut y avoir des connaissances des marchés manquantes. Je peux accepter ça. Mais des connaissances technologiques manquantes, c'est beaucoup plus compliqué à défendre vis-à-vis les jurys. Je n'aime pas des investisseurs, donc on ne me donne pas les noms. Je n'aime vraiment pas tout ça. Les investisseurs avec lesquels vous avez des discussions n'auront aucun problème à que vous puissiez mentionner leur nom. Autre chose, c'est mentionner des détails dans certains accords d'investissement avec des critères, etc. Ça, c'est autre chose. Vous allez pouvoir les discuter avec eux avant de présenter les dossiers. Mais parfois, on demande pendant l'interview des noms des investisseurs et on vient avec des termes très flous. Ça veut dire, vous faites peut-être partie d'une structure d'accompagnement et cette structure d'accompagnement vous a présenté à certains investisseurs au sein d'un cocktail de présentation des sociétés et vous nous le mettez comme des investisseurs potentiels avec lesquels vous avez eu des discussions. Ce n'est pas une vraie discussion, ça. Donc, il faut un petit peu plus des contenus dans ces discussions et forcément des noms des investisseurs pour comprendre si ces investisseurs sont logiques par rapport à votre projet ou pas, s'ils sont cohérents ou pas, s'ils veulent pouvoir investir ou ne pas investir. Donc, du coup, il faut que ce soit des vrais contacts avec des investisseurs que vous nous mettez en avant. Autrement, ça pose problème. Et c'est ma dernière point sur les slides précédents. Je n'aime pas les grands investissements en infrastructure qui font partie de certains projets. Tout ça, c'est très bien. Mais qui comptent financer exclusivement avec de l'equity. N'importe quel financier vous dira que financer en equity toute une infrastructure des fabrications n'est pas forcément la manière la plus intelligente de le faire. Il y a de la dette qui peut être utilisée, il y a du project financing qui peut être utilisé, etc. Si 100% c'est dans les budgets equity et en plus, il n'y a pas de détails de comment vous allez dépenser cette equity, ça pose problème, ça vous posera certainement des questions de la part du jury. Vous avez d'autres points que j'ai soulevés dans les slides vertes et dans les slides rouges, mais je voudrais bien m'arrêter là parce que je pense qu'on dépasse les temps. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions immédiates ou des questions tant pour Didier et pour moi simultanément. Alors, on a une question de Philippe Loiseau. Philippe, vous pouvez vous démuter. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Oui. Oui, d'abord un grand merci pour ces deux présentations. C'est vraiment très riche et inédit pour la meilleure compréhension. Donc, un grand merci d'avoir organisé ça. J'ai deux petites questions à vrai dire. La première, c'est vous avez parlé de rupture technologique. Est-ce que le fait d'avoir une double rupture, à la fois technologique et à la fois marché est-il un handicap? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est quelle est la part de financement privé qu'il est nécessaire d'avoir? La BPI donne un rapport de 1 pour 1. Est-ce que c'est la même chose pour le IC Accélérateur? Je peux peut-être prendre les deux, mais Didier, si vous voulez rajouter, c'est très bien. Non, ce n'est pas un problème d'avoir une double rupture. Au contraire, une nouvelle technologie qui permet le lancement d'un nouveau marché ou d'une manière différente de faire ces marchés-là, c'est toujours très bienvenu. Forcément, c'est une proposition très ambitieuse. Il faut que ça soit bien justifié, bien étudié, bien présenté. Mais c'est tout à votre atout de pouvoir faire les deux choses. Et en ce qui concerne les financements, le EIC ne passera jamais du 50% du capital de la société. Dans l'idéal, je pense qu'ils ne veulent pas dépasser les 25% à terme du capital de la société. Didier, peut-être tu as plus d'informations que moi. Non, je pense, tu as tout à fait raison pour la deuxième question. Et pour la première question, moi, en tant qu'évaluateur sur un dossier écrit,
c'est la situation parfaite hein, d'avoir une double innovation technologique et marché. C'est évidemment, ce sera un go pour le dossier. Au moins, ça fait critère. Merci. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Eh bien, à nouveau, Ouais, si personne... j'en ai une, moi, en Ah, fait. vas-y, je t'en prie. Au niveau des lettres d'intention, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous regardez particulièrement? De la crédibilité. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est la crédibilité. C'est un peu radical de dire ceci comme ça, mais c'est vrai, on voit pas mal de lettres. Je vais vous raconter un cas. Des lettres d'intention qui sont très bien, dans lesquelles il y a zéro engagement. Et ces lettres d'intention font partie des clients qui veulent acheter les produits pour faire un premier test, etc., etc., ou qui vous montrent lettre d'intention avec un engagement à acheter les produits à terme quand ça sera fini 2 ans plus tard. Alors, on a vu ce type de lettre d'intention. Le jury, normalement, va venir avec la question, bon d'accord, cette lettre d'intention, est-ce qu'elle a des pénalités pour ce client potentiel qui est prêt à acheter ces produits d'ici 2 ans? Et quand on répond non, il n'y a pas de pénalité, ça veut dire que c'est une lettre d'intention vide. Ça ne veut pas dire que les clients ne soient pas un bon client potentiel, c'est très bien, mais c'est une manière de donner davantage de poids à une lettre d'intention qui est très légère en soi dans les contenus. Donc, quand je réponds à crédibilité, c'est vraiment que ça soit crédible. Et il ne faut pas inventer des choses qui ne sont pas là non plus. Ça veut dire qu'il y a un intérêt légitime de la part de ces clients potentiels, super, mettez-le dans la lettre. Il y a un intérêt à être informé du suivi du dossier au fur et à mesure, et notamment de la partie A ou B ou C, c'est très bien, mettez-le dans cette lettre d'intention, mais que ça soit réaliste. Parce qu'une lettre d'intention qui semble dire qu'il va y avoir des ventes d'ici 2 ans confirmées, alors qu'il n'y a pas de pénalité pour se retirer de cette vente, c'est du papier mouillé. Oui, enfin, je pense que c'est. Et puis, il faut faire attention de ne pas se tirer une balle dans le pied avec certaines lettres d'intention, c'est-à-dire, Ravi a mentionné les copier-coller, mais il y a aussi, quand on a des lettres d'intention qui datent relativement, avec 2-3 ans avant le dépôt du dossier, et surtout quand ces lettres d'intention portent sur tester la solution dans leurs propres entreprises, sociétés, etc., et que 2 ou 3 ans après, ça n'a toujours pas été fait, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Donc, il faut faire très, très attention à ça. Alors, on a une question par écrit de Monsieur Jean-Paul Couzoulon. Est-ce qu'avoir déjà eu d'autres aides est un problème, par exemple des aides e-lab? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Ça, c'est pas un problème. Il y a même. Oh, vas-y, Raviens. Absolument pas. Non, pardon Didier. Non, non, vas-y, reviens. Non, je disais absolument pas, bien au contraire, ça peut venir en renfort de l'intérêt genuin de ces technologies, parce que normalement, ces supports est censé venir avant dans la phase TRL plus basse, celle que vous avez atteint aujourd'hui, donc normalement c'est très bien. Parfois, on se pose des questions au sein du jury quand la société a déjà reçu un SME Instrument phase 2, ça veut dire les programmes qui précèdent le EIC, parce que normalement, ce SME Instrument phase 2 était censé devenir avec un produit final et une introduction de marché suffisante. Alors forcément, il n'y avait pas de financement en equity et l'introduction de marché était encore une question difficile. C'est pour ça que l'EIC est venu avec la partie equity. Mais si un certain nombre d'années se sont écoulées depuis que vous avez finalisé la partie SME Instrument 2, on va certainement vous questionner pourquoi vous n'avez pas réussi dans les marchés avec les produits que vous nous aviez présentés à l'époque. Et donc, du coup, ça, c'est la seule partie des aides précédentes qui peuvent nous poser des questions. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Je pense qu'il y a dans les chats une question.
Alors, dans le chat, c'est moi pour gérer la modération des questions. Ah, d'accord. Parce que j'arrive pas à les voir, je vois simplement le chiffre. Juste au niveau de quand l'entreprise choisit le blended finance, comment ça se passe en fait après au niveau des négociations? Bonne question, mais je vais vous donner une réponse un petit peu floue. Et il y a une raison pour cela. Après les décisions des évaluateurs, il y a la décision du jury qui est en principe une décision finale qui vous donne immédiatement droit au grant. Alors, la commission va forcément faire du due diligence pour savoir ce que le détail que vous avez mis dans votre proposition, c'est vrai, que la société est incorporée à une certaine date, que le capital dans la société est un certain chiffre, etc. Vérifier que les gens sont bien engagés dans la société, tout ça sera fait par la commission. Mais en réalité, vous allez recevoir les grants assez rapidement, en question de quelques semaines. Ensuite, et y compris pendant ces temps, il y a l'équipe de l'EIC Fund qui vient vous contacter pour commencer à négocier la partie equity. Alors, c'est une négociation qui peut prendre plus ou moins de temps, dans laquelle on va regarder les vrais go-to-market projets de la société sur la base des commentaires que nous aurons déjà faits. Ils vont regarder la valoration de la société, savoir si c'est crédible ou pas crédible. Ils vont regarder les co-investisseurs potentiels avec lesquels vous êtes en train de parler. Ils vont vous pousser à avoir davantage de co-investisseurs potentiels avant de reprendre ces conversations d'investissement. Et ils vont surtout négocier avec la société, avec vous, les pourcentages du capital que le EIC devrait prendre ou pas prendre en fonction du marché d'autres investisseurs ou de l'intérêt dans la société. Donc, c'est une négociation qui s'est faite à part. C'est une négociation qui, dans le temps, a pris énormément de temps. Il y avait un délai impossible quand le EIC est venu avec la partie equity. La machine n'était pas bien huilée pour arriver à des décisions de financement et à débloquer les financements en equity. Aujourd'hui, ceci a été délégué à un acteur du marché et donc, du coup, c'est beaucoup plus fluide. Il y a un rattrapage de tous les dossiers qui s'est fait de manière assez rapide. Et si j'ai bien compris, c'est dans des termes plus ou moins comparables à des négociations avec des investissements privés. Donc, relativement rapide, mais vous avez intérêt à profiter du grant immédiatement et ne pas être en besoin de l'équité de manière immédiate, parce que ça peut vous poser des problèmes. Ça va prendre quand même quelques mois. Merci. Alors, nous avons effectivement une nouvelle question de Philippe Loiseau. Oui, merci. Pour des raisons qui nous sont propres, nous sommes inventeurs nous avons déposé les brevets internationaux de notre technologie, mais nous ne les avons pas mis au sein de la société, nous les avons, disons, en nom propre. La raison, c'est que on souhaite, je dirais, octroyer des licences à d'autres pour que ça puisse, avec le pouvoir de décarbonation de la technologie puisse ne pas être, entre guillemets, limité à l'activité de la société. Le fait d'avoir un contrat d'utilisation de ces licences, est-ce que c'est bloquant par rapport à votre discours sur la propriété intellectuelle ou pas? C'est pas forcément bloquant, mais c'est un point de questionnement pour le jury. C'est pas bloquant parce que nous voyons pas mal de sociétés qui ont certaines patentes au nom propre, mais qui utilisent aussi des patentes faites par des instituts de recherche pour lesquels ils ont signé un contrat de licence sans délai et avec normalement l'obligation d'entretenir cette licence, l'actualiser, etc., avec tous les frais qui correspondent. Ça, c'est relativement courant. Quand vous voyez des licences, de la propriété intellectuelle en partie licenciée et en partie propre au sein de la société. Dans votre cas, que je ne connais pas, ça fera partie des discussions avec les jurys pour savoir quel est le bien fondé de ces stratégies, quel est le bien fondé de la valeur. Mais vous allez de toute manière être confronté à des questionnements plus dans le sens investisseur. Ça veut dire, si je veux investir dans votre société et moi je suis l'investisseur, j'investis dans quoi exactement? J'investis dans un marché, dans une capacité commerciale à s'introduire dans un certain marché.
je donne une certaine valorisation à ça, ou est-ce que j'investis dans une technologie propre qui peut donner lieu à davantage de business, un collatéral, et qui me donnerait forcément un upside sur mon investissement. Et donc, c'est une discussion, ce n'est pas bloquant, mais c'est une discussion pour laquelle il faut être préparé. Merci. Et en tout cas, je vous conseille de bien l'expliquer dans votre dossier écrit, hein. Parce qu'effectivement, comme dit Javier, du point de vue investisseur, c'est vraiment, bon, ça pose beaucoup de questions. Merci, merci. Alors, on va prendre une dernière question, une question de Jean-Paul Couzelon. J'ai entendu dire qu'il était très recommandé de se faire aider par des consultants pour présenter un dossier EIC. Qu'en pensez-vous et quels sont vos conseils pour en sélectionner un? Oui. Enfin, je commence ou tu commences, Javier, sur les Tu consultants? commences cette fois-ci, Didier. Voilà. Ok. Ben, moi, je suis vraiment neutre par rapport à ça. Comme j'ai dit, c'était un exercice de communication. Donc, se faire aider par des gens qui ont de l'expérience dans le domaine, ça fait beaucoup de sens. Et il ne faut pas que vous perdiez la maîtrise de votre de votre dossier. Il faut que vous le gardiez vraiment bien, et que ce soit un binôme entre quelqu'un de la société qui est vraiment chargé du dossier, et puis il faut que cette personne soit quand même Oui, tout à fait. très haut dans la hiérarchie, si possible même au top, et comment et puis ensuite pour ce qui est du choix des consultants, non, j'ai pas malheureusement je peux pas vous aider. Je vous dirais tout simplement, les gens qui vous disent en tant que consultant on a un taux de réussite très élevé. Oui, peut-être, mais je pense qu'il vaut mieux aller avec. Je crois que la BPI a des. Genre, je me trompe peut-être parce que je ne connais pas bien comment ça marche en France, mais je crois que la BPI n'a pas une liste de consultants plus ou moins agréés. Parce que Rosane, Malo, vous savez comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Morgane, si tu veux peut-être présenter juste 2 mots sur l'aide BPI. Et effectivement, il y a une liste de consultants. Oui, alors du coup, Didier, je veux bien que vous passiez 2 petites slides. Voilà. Donc, c'est ici le Diagnostic Europe, qui est en effet un dispositif de BPI France qui vise à aider les PME françaises qui souhaitent accéder à des projets, à des programmes de financement, et notamment le IC Accélérateur, donc des programmes qui visent aussi les projets individuels. Et en fait, le Diagnostic Europe permet la prise en charge partielle du coup d'une prestation d'accompagnement et de conseil par un cabinet et de la phase de préparation et de dépôt d'une candidature. Et donc, le coût total de la prestation effectuée par un cabinet, un expert conseil, est limité à 20 000 € hors taxe. Voilà, vous avez toutes les informations sur cette slide, et ne pas hésiter à vous rapprocher de BPI France pour préparer du coup le dossier et voir comment vous pouvez être pris en charge, enfin en tout cas accompagné pour cette aide. Et du coup, il y a effectivement une liste, hein, mais vous pouvez aussi travailler avec d'autres consultants hors liste. Tout à fait. Donc là, c'est à voir avec BPI. De ma part, ajouter simplement qu'il faut que vous évaluez le temps et l'effort nécessaire pour se familiariser avec ces dossiers qui est particulièrement complexe de l'EIC accélérateur. Comme Didier l'a dit, c'est un exercice de communication complexe où il faut essayer de synthétiser les informations, d'être très clair, mais de faire passer de manière plus ou moins friendly, ce qui n'est forcément pas facilité par la nature du dossier. On voit un pourcentage très élevé des dossiers qui sont présentés avec l'aide des consultants. En soi, je n'ai aucun problème avec ça. Je dirais presque le contraire, en tant que jury qui est obligé de lire énormément de dossiers en très peu de temps et en plus d'avoir une vraie évaluation avec la société. Ça nous facilite la tâche puisque le langage est davantage clair, les messages sont posés de manière plus claire, ça aide. Ceci ne veut pas dire que la société ne soit pas capable de le faire soi-même, hein. Simplement il faut évaluer les coûts et les temps nécessaires
pour pouvoir les faire, puisque vous avez un apprentissage d'abord du dossier et ensuite, il faut quand même les déployer, donc il faut quand même les écrire et les tester, faire de la pratique aussi pour les interviews, etc. Donc, c'est à vous d'évaluer quelles sont vos capacités en tant que société. Pour les startups, parfois, c'est un petit peu un problème de pouvoir débloquer le temps nécessaire pour le faire et les coûts forcément des consultants, parce qu'il y a un coût. Et faites vraiment, une fois que le dossier est fini, revoyez-le vraiment bien à tête reposée, parce que ça me fait penser récemment, j'ai eu un dossier qui avait été visiblement fait avec l'aide d'un consultant et c'était un système qui marchait avec des licences annuelles et j'avais 3 prix. Ça variait entre 40 000 € par an jusqu'à 60 000 € par an. Et là, ce genre d'inconsistance, c'est vraiment, ça nuit vraiment au dossier. Donc, gardez bien le contrôle du dossier quand vous travaillez avec un consultant. Et du coup, couplez-le avec des relectures que nous, on peut faire de notre côté, relecture totalement gratuite pour avoir aussi un feedback. C'est un vrai complément, une vraie valeur ajoutée au dossier. Donc, ne pas hésiter à nous solliciter. Et puis, je vous propose de clore ce webinaire. Merci en tout cas à Didier et à Javier de votre intervention. Et puis merci à vous pour votre participation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Est-ce que je peux juste rajouter Oui. que à ces liens, on avait fait des présentations, je crois, l'année dernière. Oui, tout à fait. 2 présentations sur dossier écrit. Et là, vous trouverez peut-être plus de détails encore, parce que c'était 2 sessions différentes pour chaque partie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.